aujourd'hui, donc à travers une série de 3 ateliers, nous nous attachons à mettre en lumière certains exemples sur lesquels nous avons travaillé dans le cadre d'un benchmark que vous pourrez retrouver dans une série de fiches que nous publierons prochainement sur nos sites internet. Donc, ce matin, comme je peux voir dans le chat, un certain nombre d'entre vous a déjà participé à une série d'ateliers, donc sur le recyclage et la reconversion, un autre sur la densification et l'intensification. Et cet après-midi, du coup, nous allons mettre en lumière des opérations de démolition-reconstruction. Le programme de l'atelier que nous vous proposons, donc après une courte introduction, 2 exemples vous seront présentés par les porteurs de projet. L'exemple du Cube à Aix-en-Provence et la cave vinicole de Simiane-Collonges. Et après, nous vous proposons un échange. Cet échange a notamment vocation à mettre en évidence les spécificités de ces opérations et notamment les freins et les leviers. Avant de passer la parole à Charlène pour l'introduction, donc comme les ateliers de ce matin, je vous invite à couper vos micros, à réagir par chat tout au long de la présentation si vous avez des remarques ou questions. Nous les relayerons aux intervenants. Et je vous informe également que l'atelier, comme tous ceux de ce matin et comme la plénière, sont enregistrés et seront rediffusés ou seront disponibles en replay sur nos sites internet. Charlène. Oui. Donc voilà, on va essayer de faire rapide si plusieurs personnes ont déjà suivi les premiers ateliers et ont suivi le premier webinaire. Il était important qu'on vous rappelle quand même la démarche dans laquelle on s'inscrit. Nous avons ces rencontres, elles s'organisent dans le cadre d'une démarche partenariale AGAM-CEREMA. Donc, ce sont 2 structures expertes de l'aménagement du territoire. Le CEREMA qui développe à l'échelle nationale certains outils de connaissance du foncier tels que Urban Simul ou Cartofriche, et la GAM qui, elle, a une connaissance peut-être plus fine du territoire local, qu'on soit à l'échelle du quartier ou à l'échelle métropolitaine. Voilà, donc c'est des structures qui aident à la décision et à la mise en œuvre des politiques d'aménagement. Le thème, donc on a choisi de s'intéresser et de vous proposer le thème du recyclage urbain, car il s'inscrit et il permet de répondre aux objectifs de sobriété foncière. À la fois, on se situe donc au niveau national. Le gouvernement a annoncé en juillet dernier, donc à la suite du Conseil de défense écologique, l'objectif de division par 2 de la consommation d'espace pour les 10 années à venir, donc d'ici 2030. Et qui marque finalement la première étape pour arriver à l'objectif du zéro artificialisation nette à plus long terme. On s'inscrit aussi dans un cadre régional. Il faut rappeler que dans le cadre du SRADET, donc le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui a été approuvé en 2019, prend en compte du coup cet objectif de division par 2 de la consommation d'espace. Et cet objectif va être repris dans les documents d'urbanisme que sont le SCOT, les PLU et les PLUI. Donc, le thème du recyclage urbain, il permet de répondre à la fois à ces objectifs de sobriété foncière, et c'est finalement le principe fondamental de l'urbanisme circulaire. À l'image du coup de l'économie qui recycle ses déchets, l'idée est ici de mobiliser les espaces urbanisés, qu'ils soient délaissés, sous-utilisés, ou lorsque leur vocation est devenue obsolète. Donc, ce partenariat GAM-CEREMA, il a eu notamment pour but de réaliser un benchmark afin de montrer que le recyclage urbain pouvait avoir plusieurs formes et s'opérer sur divers fonciers. Donc, ce benchmarking a donné lieu à la réalisation d'une trentaine de fiches, dont l'objet est de montrer ces multiples objets fonciers qui font l'objet de mutations, mais aussi d'identifier les leviers, les contraintes à travers des retours d'expérience pour pouvoir permettre leur réplicabilité dans des contextes urbains qui soient similaires ou différents, mais voilà, d'avoir un partage d'expérience là-dessus.
Pour rappel, voilà, la première rencontre qui s'est déroulée la semaine dernière nous a donc conforté dans l'intérêt de partager autour de cette thématique du recyclage urbain avec à peu près une centaine de participants lors de cette première demi-journée. Et notamment, les débats ont été assez animés sur les conditions du succès de ces opérations. Donc, on a parlé de repérage foncier, mais aussi du changement de regard à opérer sur ce que constituaient finalement nos opportunités et nos potentiels fonciers. Et enfin, comment financer ces opérations pour refaire la ville sur la ville et rentrer dans ce cadre de sobriété foncière. Donc voilà, et pour rappel, donc, le recyclage urbain, donc, il est multiple, nous l'avons vu. Les ateliers de ce matin donc, étaient à la fois basés sur ce qui est de la reconversion, du recyclage, où on est plutôt sur un changement de destination du foncier, mais sans peut-être changement de forme ou de transformation lourde des bâtiments. Le deuxième atelier s'est poursuivi sur des exemples de densification, intensification. Et voilà, et cet atelier-là est donc l'objet de cet atelier est donc la démolition, reconstruction. Frédéric, tu m'entends? Excuse-moi, j'avais coupé mon micro. Du coup, qu'est-ce qu'on entend par ces opérations de démolition-reconstruction? Qu'est-ce qui fait la spécificité de ces opérations, hein? Sans doute, tout d'abord, c'est une des formes les plus visibles du recyclage urbain, car elle passe par la destruction, la remise du terrain à nu avant de reconstruire. Alors, ça peut apparaître comme une solution de facilité, car après la démolition, même si parfois la démolition, on le verra, peut être délicate, on s'inscrit ensuite dans un processus d'une construction neuve, donc dans lequel la prise en compte des normes techniques est plus aisée que dans de la réhabilitation. Toutefois, c'est quand même un type d'opération qui peut questionner. D'un côté, certes, on peut mieux répondre par ces nouvelles opérations aux exigences en matière d'économie d'énergie et de risques sanitaires, hein. Mais d'un autre côté, la démolition-reconstruction produit et met en circulation une quantité considérable de matériaux, de déchets. Et même si les techniques de déconstruction et de recyclage se développent, hein, on se rend compte qu'elles sont souvent plus coûteuses, plus complexes et plus lentes, et qu'elles supposent, pour être mis en œuvre vertueusement, l'existence de filières de recyclage à proximité. Et c'est peut-être un des sujets qu'on pourra aborder dans les exemples de cas suivants. Ça questionne également sur la symbolique. Parfois, dans un quartier, la démolition peut être violente, mal interprétée. Ça peut revenir à tirer un trait sur ce qui était avant, à la fois sur des activités passées ou des populations. Donc, ce type d'opération, sans doute plus que d'autres, nécessite un accompagnement, une communication pour faciliter la compréhension et le partage des objectifs avec les habitants et les occupants. Qu'est-ce qui motive ce type d'opération? Alors, si on met de côté les aspects, les paramètres purement matériels de la destruction qui peut être liée à la vétusté des bâtis, on peut avoir plusieurs autres raisons pour démolir puis reconstruire. Il y a le motif économique. Dans ce cas-là, le but recherché, c'est alors le renouvellement à moindre coût d'un bâti obsolète et souvent non attractif. Et on peut avoir un motif plus large, hein, qui est un motif d'aménagement urbain pour permettre une transformation plus en profondeur d'un quartier, soit par une réorganisation spatiale, soit par la redistribution des usages ou des occupants. Voilà, donc après cette petite série de questionnements, je vous propose sans plus attendre de passer à la présentation des deux exemples qui ne reviendront pas forcément sur les questionnements que j'ai posés en introduction, mais qui vont vous présenter de manière très opérationnelle la mise en œuvre des deux opérations. Donc la première, le cube sur le campus du site Schumann à Aix-en-Provence, qui sera présenté par Aurélia Miel,
Et dans un second temps, nous aurons la présentation de la cave vinicole par David Rosanvallon de Famille Provence. Aurélie, je vous passe la parole. Oui, tout d'abord, bonjour à tous et merci pour l'organisation de cet échange. Donc, je vais vous présenter le projet du Cube, qui est le projet d'un bâtiment au sein du réaménagement du campus Schumann, un campus historique au sein d'Aix-en-Provence, en plein centre-ville, qui regroupe le droit, enfin, les enseignements de droit et de lettres, avec un bâtiment, enfin un campus qui a été construit pour la plupart dans les années 60-70, avec des problématiques de vétusté, et donc un travail spécifique sur la BU de lettres, qui a été, dont l'usage a été sorti du campus pour devenir donc le Cube. Ce projet s'inscrit au travers de notre service qui est l'opération campus, qui a été créée, une cellule en fait dans l'organigramme de l'université, spécifiquement pour le temps du projet, constitué de quatre personnes, donc une petite équipe très opérationnelle spécifiquement pour mener à bien l'opération. Et donc l'opération campus Aix-Marseille Université, donc c'est un projet phare, préfigurateur d'une nouvelle stratégie territoriale et patrimoniale. Donc en fait, le projet s'est développé au travers d'une démarche qu'a initiée le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dès 2008, avec un appel à projet pour moderniser les universités françaises et financer des opérations exemplaires de campus à très forte valeur ajoutée. Donc, l'université Aix-Marseille s'est positionnée en répondant avec un projet. C'était en parallèle d'un contexte assez particulier, puisque c'était la création de l'université unique. Avant 2012, Aix-Marseille Université, c'était 3 universités. Et donc, au travers du projet qui s'est inscrit dans ce processus de création d'université unique, ça a aussi constitué un puissant accélérateur, puisque en fait, il y a eu un projet de bâtiment, mais aussi un projet d'université qui se sont menés en parallèle avec des relations fortes. Donc, les objectifs, c'était ouvrir le campus sur la cité et opérer des interconnexions. Oui, on peut rester sur opérer des interconnexions pour constituer un véritable territoire. Il y avait 2 sites. Donc, Aix-Marseille Université, c'est un campus à Aix, un campus à Marseille, donc à Aix, quartier des facultés, à Marseille, Lumini. C'est 2 sites très différents parce qu'ils ont chacun une dominante d'enseignement assez différentes. Donc, il y a plutôt les sciences humaines sur Aix et les sciences du vivant à Marseille, mais il y a aussi 2 aspects très importants à prendre en compte. C'était la relation de ces campus à la ville. Sur Aix, on est sur un campus très urbain, en plein centre-ville, alors qu'à Marseille, on est dans le parc national des Calanques, éloigné du centre-ville, avec des problématiques de mobilité assez importantes. L'objectif, donc, c'est d'avoir des campus ouverts, replacer la connaissance au cœur de la cité et aussi offrir des lieux de convivialité. En fait, la notion de qualité de vie est à développer. Le ministère en fait vraiment un aspect très important. Et donc, à partir de là, en fait, les projets sont constitués pour arriver à travailler sur la réhabilitation des campus, donc les conditions matérielles, vraiment les bâtiments, mais aussi apporter et favoriser la vie de campus et donc développer la notion de cœur de campus. En parallèle, on a aussi des actions sur les logements universitaires et sur les accès au campus avec tout ce qui est voies et circulation. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un outil de structuration du territoire. En fait, il y a une convention qui a été passée avec la préfecture, le rectorat, conseil régional, conseil général, ville d'Aix, ville de Marseille, communauté du pays d'Aix, métropole Aix-Marseille, le pôle de recherche en enseignement supérieur et les 3 universités, et le CROUS. Donc, voilà, on arrive à donc l'opération de campus Aix spécifiquement, avec un montage opérationnel
qui se fait sur le volet vie de campus au travers de 2 thématiques, le sport et le cœur de campus. Je vais passer rapidement sur les opérations liées au sport, parce qu'en fait, c'était des opérations anticipées, plutôt des petites opérations de coup de poing qui avaient pour… qui permettaient en fait d'initier l'opération. Et ensuite, on s'est concentré sur le cœur de campus. Donc, l'idée, c'était d'avoir un moteur de la vie de campus, mais ça restait une notion assez floue. Et pour le lieu, c'était assez ambigu. Donc, en 2010, le temps de la pré-programmation, donc en fait, on a lancé des études de marché pour arriver à identifier ce que pourrait être le cœur de campus sur Aix et quel serait le lieu le plus adéquat pour recevoir ces usages. Donc, il y a des espaces de colloques, de restauration, logement, parking, crèche qui ont été évoqués par les usagers du site. On a eu quand même une grosse difficulté à trouver une ligne directrice. En fait, c'était l'occasion pour les usagers de vraiment se demander qu'est-ce que pourrait être un campus. Aujourd'hui, on vient, on consomme, on vient prendre un cours et puis on repart et en fait, on se retrouvait face à des campus très vidés de leurs usagers. Et donc là, on a initié la réflexion et c'est un peu… peut aller dans tous les sens. Vous voyez, quand on évoque la crèche, ce n'est pas le premier usage qu'on imagine d'une université, et pourtant, on l'a fait. Mais donc, voilà, c'était très foisonnant comme réflexion. Donc, le ministère a appuyé aussi cette réflexion autour de la notion de cœur de campus en créant des ateliers campus. Donc, il fallait travailler sur la vie de campus, mais aussi sur la liaison et sur la question d'aménagement extérieur. Donc, on a monté des laboratoires d'idées avec 3 thèmes, institutions, enseignement, recherche et vie de campus. Chacun avec des sous-thèmes pour garder comme question essentielle de donner du sens aux enseignements dispensés. Donc là, la slide que vous voyez, c'est pour vous montrer un peu les conclusions qu'on a fait ressortir de ces ateliers. Donc, le cœur de campus, donc, qui était au centre, qui était vraiment le poumon de l'université et du campus, et qui devait être orienté vers la ville, ouvert à des publics nouveaux, offrant à l'université un rayonnement sur tout le territoire, à but lucratif ou non, tourné vers la professionnalisation avec des espaces dédiés. Donc, c'était d'abord un lieu de professionnalisation. Ça devait être la vitrine de l'université où on pouvait avoir d'autres formes d'apprentissage avec des stages ou des espaces de colloques, de valorisation de la recherche, d'autres apprentissages ou des relations aussi avec d'autres publics, par exemple au travers de l'université du temps libre, qui est l'université des personnes qui ont du temps libre, qu'on associe souvent aux retraités, dans un cadre de formation continue ou dans un second temps après sa carrière. Donc voilà, on ouvrait vraiment les possibles, l'idée étant de mixer les usages, de réfléchir à d'autres rythmes, pas seulement le rythme de l'enseignement, mais peut-être aussi les rythmes universitaires qui sont souvent entrecoupés d'examens, de périodes de vacances, mais les rythmes diurnes, nocturnes. Qu'est-ce que pourrait être un campus le soir, la nuit? L'idée, c'était vraiment intensifier les usages pour profiter du foncier qu'on avait, parce qu'il faut savoir que le campus d'Aix, c'est 8 hectares, donc c'est un très grand territoire, avec un patrimoine bâti qu'on a réhabilité hors cube, mais de 40 000 mètres carrés. Donc le cube, c'était 7 000 mètres carrés qui s'inscrivaient dans tout ce projet plus global. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces mètres carrés? Comment on les valorise? Comment on s'en sert pour arriver à dégager autre chose que le simple usage de formation, si on peut dire, entre guillemets. Donc, c'était aussi un lieu de production culturelle et de services. Donc là, il y a eu la même réflexion. Quels sont
valeurs ajoutées de l'université qu'on pourrait mettre en avant. Donc, l'université dispose, en tout cas à Aix, d'un théâtre, le théâtre Vitesse. Il y a aussi tous les services liés à la médecine préventive et à la médecine de prévention pour les étudiants et pour les personnels, le parking, les services d'accueil, d'orientation, donc le SUIO, la pratique artistique, une restauration alternative au Crous et une crèche. Donc, tout ça devait se réunir dans un bâtiment. Le bâtiment qui a été identifié, c'était celui occupé par la bibliothèque universitaire de lettres, langues et arts, qui devait migrer vers un autre site qui s'appelle désormais la médiathèque, qu'on retrouve à quelques pas du campus, qui regrouperait plusieurs bibliothèques. Et donc, on se retrouvait avec un bâtiment qui était très marqué, dans le sens où, en fait, il était rempli de rayonnage. Il avait un rapport surface nette, surface utile qui était pas très bon, avec tout un jeu de passerelles, d'escaliers et puis des magasins à l'arrière avec des rayonnages fixes très anciens qui ne permettaient pas d'envisager un autre usage. Du coup, je veux bien qu'on passe sur la slide suivante. On s'est posé donc le temps de la programmation 2011-2012, plusieurs ateliers qui ont permis de réfléchir au fonctionnement, aux surfaces et aux performances attendues. On s'inscrivait, il faut le savoir, en parallèle dans un mode de dévolution du contrat des marchés publics qui était le contrat de partenariat, donc le partenariat public-privé, les PPP. Donc, on s'est initié dans une phase de dialogue compétitif avec les concepteurs. Et au travers de ce dialogue, il y avait plusieurs tours qui permettaient en fait d'avoir des propositions sur les bâtiments, leurs usages et d'essayer à chaque fois d'améliorer, d'aller un peu plus loin dans la réflexion. On s'est posé la question de la démolition totale du bâtiment et de sa reconstruction. Ça n'a pas été sélectionné puisqu'en fait, il y avait quand même une empreinte architecturale importante, à savoir qu'un autre bâtiment, le bâtiment de lettres qui fait presque 25 000 m², lui était fait par l'architecte René Hégère et la BU également. Donc, il y avait quand même une réponse puisque les bâtiments sont en face à face avec un rythme de façade qui était assez patrimonial comme approche, donc c'était intéressant de le conserver. L'autre raison de la non-démolition totale du bâtiment, c'était aussi que les réponses qui ont été apportées par les concepteurs n'étaient pas très satisfaisantes. Il n'y avait pas une plus-value très importante par rapport à une reconstruction telle qu'on l'a faite. Donc, le contrat de partenariat a été passé en 2014 avec un appui fort de la part des ministères sur la thématique du cœur de campus. Et donc, le nom du cube est sorti parce que c'est un bâtiment de forme cubique. Donc, voilà, on a appelé ça le cube cœur de campus. Donc, vous le voyez sur le plan, c'est le bâtiment noir qui est plutôt en bas. Exactement, merci. Avec le parking associé. Donc, ça, c'est la perspective du contrat. Et donc, le bâtiment dont je vous parlais qui faisait écho, c'est le bâtiment plutôt clair blanc, juste au-dessus, très long. Là, voilà, encore au-dessus, un peu au-dessus à droite, voilà. Encore au-dessus, pardon. Voilà, c'est celui-là, le grand bâtiment de la fac de lettres. Et en fait, bon là, on ne se rend pas bien compte, mais en fait, il y a un jeu en façade de poteaux qui répond à la façade du cube, qui a été conservé. C'est la seule chose qui a été conservée. En fait, on a gardé la volumétrie. Et sinon, le bâtiment a été complètement désossé. Vous allez le voir sur la slide suivante avec la photo de chantier. Donc, il y a eu un gros travail de démolition des façades, puisque je vous parlais de vétusté du campus. En fait, on avait des problèmes d'habillage dont les fixations en fait n'étaient plus assurées. Donc, le bâtiment, avant d'entrer en travaux, était recouvert d'un filet pour arriver à maintenir les façades, un peu comme l'Opéra Bastille, si vous voyez l'image. Donc là, on voit que tout a été démoli. On voit sur la photo en bas à gauche, on voit à travers le bâtiment, parce qu'on voit le bâtiment qui est derrière ou la colline du Montégué. Donc ça, c'était à partir de 2017, fin 2017 qu'on est rentré en travaux. Je vous laisse passer.
Voilà, et là, c'est les vues, les perspectives. Donc, à l'intérieur, donc on parlait de vitrine. L'idée, c'était d'avoir une façade nord, donc celle que vous voyez sur la perspective en bas, très ajourée, avec beaucoup de transparence pour justement le lien entre le bâtiment, le campus et la ville, puisque l'idée, c'était d'ouvrir ce bâtiment à d'autres usages et donc à d'autres usagers que peuvent être tout un commun, donc les habitants de la ville d'Aix. Donc ensuite, il y a eu le temps de l'appropriation par les usagers, donc avec tout le dialogue pour expliquer les plans, le temps du chantier et le temps du parachèvement, qui est quelque chose à ne pas négliger. Une fois les aménagements finalisés, les emménagements, déménagements du mobilier et des personnels, on a eu une phase aussi d'ajustement, parce que le temps de la programmation est toujours très long, surtout dans des projets de grande envergure. Et en fait, il y a toujours un petit décalage avec l'organisation des services qui elle, a évolué pendant ce temps, où les personnes ont changé, où les projets, ils ont répondu à des appels d'offres, ils sont lancés sur des enseignements différents. Donc, le temps du parachèvement qui correspond à la première année de mise en service du bâtiment. Et ensuite, il y a quelques autres photos qui vont vous montrer les espaces. Donc ça, c'était le déménagement vers la médiathèque de la Fenouillère qui est juste à côté pour libérer la BU. Et donc là, on voit le théâtre. Donc le théâtre, c'est un des équipements qui a été offert aussi bien aux étudiants, au personnel de l'université qu'aux riverains et toute personne souhaitant aller voir un spectacle. Hein, vous pouvez y aller. Donc c'est un théâtre professionnel de quasiment 200 places qui dispose de tous les équipements professionnels d'un vrai théâtre. On s'est inspiré pas mal des plateaux de la Friche de la Belle de Mai qu'on avait visité ou sinon de celui du Silo à Marseille. Voilà, il permet aussi de valoriser l'enseignement de théâtre qui est délivré au sein de la faculté de lettres. Donc, il a le double usage et vraiment, enfin, pour moi, il est la représentation de ce que devait être le cœur de campus, replacer l'enseignement au centre du campus, mais ouvrir sur la ville et proposer d'autres services. Donc, c'est vraiment un grand succès, ce théâtre. Ensuite, donc, il y a d'autres espaces de colloques. Au fond, il y a un espace de restauration qui n'a pas encore été ouvert. Donc aujourd'hui, il sert plutôt sous forme de traiteur, bon, indépendamment de la crise sanitaire. Mais en fait, il reste à aménager pour fonctionner comme un restaurant, mais l'appel d'offres n'a pas encore été lancé, donc on a mis en place plutôt un service de traiteur qui vient ponctuellement et qui permet en fait de communiquer avec l'espace de colloque et de coworking. Là, vous voyez des canapés, donc là c'est un petit espace qui est ouvert à tous. Il y a aussi la projection sur le mur de droite qui permet d'échanger, des tables hautes avec des ordinateurs pour, voilà, pour un échange plus informel et ça sert aussi de coworking. Ici, c'est le service d'orientation, pareil, très ouvert. C'était quelque chose qui était au fond d'un couloir, d'un bâtiment, au fond du campus, alors que là, c'est en plein cœur du bâtiment, très ouvert, qui mérite d'être montré. Le plateau, donc c'est un plateau de 200 mètres carrés qui a plusieurs usages, donc toujours dans l'idée d'intensifier les usages. Ça peut être une salle de concert, ça sert aussi aux examens. C'est une salle de colloque, c'est aussi la salle de répétition de la chorale de l'université. Il y a des projections de cinéma aussi, de l'association de cinéma qui ont été faites. Voilà. Le théâtre vu depuis la scène, et donc en direction de la régie, et la façade où on voit l'anamorphose dessinée en rouge. Donc, si on se décale un tout petit peu, vous allez la voir sur le slide d'après, on voit apparaître le cube en toutes lettres sur la façade. Et donc, cette vue, c'est celle qu'on a depuis l'entrée du campus, puisque c'est un des premiers bâtiments depuis l'entrée du campus qui fait vraiment le lien entre l'université et la ville.
Voilà pour moi. Je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à Monsieur Rosan-Vallon et puis on se retrouve après. Merci. Je vous laisse prendre la main. Oui, merci. Juste pour signaler à Aurélie que j'étais en 2010 président du CIQ des facultés. Donc, j'ai contribué très, 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 très modestement à faire attention à ce que les riverains puissent être associés au projet. Voilà, oui. Un petit détail. Et ben en tout cas, l'initiative s'est poursuivie puisque à la suite, à partir de 2015, en fait, avec la ville, il y a eu la cellule Campus Mirabeau et on faisait des permanences au sein de la Villa Boviche pour échanger avec le CIQ parce qu'on vous a malmené, notamment avec les démolitions de façade. Oui, ça fait. Voilà, c'était juste un petit détail. Voilà. Alors, donc bonjour à tout le monde. Effectivement, merci aussi pour l'organisation de cette présentation et surtout, effectivement, ce partage d'expérience. Moi, je vais vous parler de logement locatif social. Donc, Juste Famille et Provence est un bailleur social basé à Aix-en-Provence qui comporte un peu plus de 8000 logements aujourd'hui et qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Habitants en Région, c'est-à-dire le regroupement de tous les bailleurs sociaux dont l'actionnaire de référence est la Caisse d'épargne. Donc, je vais vous faire un petit bond en arrière sur l'opération. Enfin, si on peut passer sur la slide d'après. Voilà, un petit bond en arrière dans le temps, parce que je vais vous présenter une opération qui a été élaborée à partir exactement plutôt des années 2000, 99-2000, et avec un vrai démarrage à partir de 2001 jusqu'en 2006. Donc, ça fait 20 ans en arrière. Donc, il faut évidemment essayer de se repositionner dans ce contexte-là. C'est ce qui fait que vous n'aurez pas des images forcément très récentes, ou en tout cas par rapport en termes de plan ou en termes de perspective, puisque voilà, il s'est passé entre-temps 20 ans et les moyens n'étaient pas forcément les mêmes. Un petit rappel sur l'écosystème du logement social de l'époque. La loi SRU venait juste d'être promulguée en 2001. Pas de contraintes évidemment liées à la production, à l'obligation de produire du logement social. Donc, c'est quelque chose d'assez récent que chaque collectivité commençait à appréhender. À l'époque, les aides à l'investissement sur le logement social étaient assez larges et il y avait un accompagnement direct de l'État sur l'investissement, sur le logement plus. Et vous allez voir que les logements qui ont été construits, les 36 logements qui ont été construits concernent des logements plus, c'est-à-dire le logement HLM classique pour faire court. Et à l'époque, en 2001-2006, enfin en 2001 plutôt, pour Famille et Provence, on était en pleine, comme on est toujours, mais en pleine période de redéveloppement. Moi, j'ai eu le plaisir d'être embauché chez Famille et Provence en 98 pour relancer un peu le développement et ça faisait partie des opérations évidemment que l'on menait et auxquelles on apportait une réponse en fonction des attentes des maires. Et dans le contexte politique, il faut rendre hommage au maire de l'époque, de Simiane Colongue. Simiane, c'est une commune qui se situe entre Marseille et Aix, plutôt près de la zone de plan de campagne, par exemple, ou des Pays de Mirabeau. Et à l'époque, Madame le maire était Madame Odile Pétry, qui a eu 3 mandats, enfin 2 mandats et demi, puisqu'elle est partie au cours du 3e. Et qui a eu la farouche volonté de réaliser du logement social, ce qui était un peu atypique à l'époque. Je le redis, repenchons-nous, dans les années 2000, le logement social était quelque chose de très mal vu. Moi, j'ai été embauché pour essayer de faire de promouvoir que c'était pas un mal que de faire du logement social. J'ai passé des années à le faire, je continue à le faire, mais évidemment, c'est quand même beaucoup plus ancré dans les têtes et dans ce que représente le logement social aujourd'hui vis-à-vis des collectivités. Donc, forte volonté, évidemment, c'est ce qui fait qu'on peut, reconfigurer un site comme une cave en plein cœur du village, puisque en termes de contexte urbain, le bâtiment se trouve vraiment dans un positionnement central. On va le voir après sur une slide. Il est en centre-ville, à proximité des écoles, de la mairie. C'est un bâtiment qui est pas très très ancien, enfin qui n'était pas très très ancien, mais voilà, qui date des années de 1925, qui n'avait pas donc un caractère architectural très ancien. Pour autant, il faisait partie du patrimoine de la collectivité et même de la mémoire collective des habitants.
Et il a un impact évidemment très fort au milieu d'un noyau villageois, et tout en ayant évidemment un côté un peu désaffecté au fur et à mesure des années, après avoir connu des années évidemment de plein usage sur le site. Vous le voyez, alors à l'époque, en 2001, il n'y avait pas Géoportail, donc c'est une photo actuelle. Donc ce n'est pas la photo de la cave de l'époque, mais c'est l'impact en rouge du bâtiment tel qu'il était. Vous voyez les écoles, la mairie et le vieux village de Simiane. Marseille se trouve complètement en bas à gauche et Aix se trouve en haut à droite, pour faire court. Voilà pour la localisation du site, dont on voyait bien. Et là, oui, on est vraiment situé à un positionnement très, très central vis-à-vis du village. Donc, slide suivante. Voilà, donc on voit les quelques photos qu'on est arrivé à sauver, puisqu'on n'avait pas de smartphone non plus à l'époque. Ça fait vraiment vieux combattant, mais c'est la réalité. Donc, on voit le bâtiment, hein, on voit qu'il n'a pas une qualité architecturale très importante, si ce n'est son fronton, hein, qui lui avait effectivement un certain intérêt. Mais le reste, ça reste une cave, et donc avec tout ce que ça a comme impact au fur et à mesure des années on va dire de son usage qui devient moins intensif. Donc les enjeux là-dessus, c'était évidemment la première des questions, c'était puisque la volonté était de faire du logement social sur cette parcelle en plein centre du village, donc ça une fois de plus, volonté farouche à qui il faut vraiment rendre hommage. Est-ce qu'on démolit? Est-ce qu'on essaye d'intégrer les logements à l'intérieur du volume de la cave? Très rapidement, quand vous lancez des études et que vous regardez, on s'est aperçu que le bâtiment était assez inadapté pour envisager une reconversion. C'est avec un bâtiment qui, comme vous l'avez peut-être vu, certes construit en 1924, mais qui a eu des extensions successives. Tout ça a donné une structure assez hétéroclite en termes de matériaux de construction, une charpente métallique, une épaisseur de bâtiment extrêmement large, donc ça, évidemment pour loger du logement là-dedans, des dessertes, et puis aussi un peu du bon sens en construisant des logements traversants, ça paraissait compliqué, si ce n'est qu'il fallait casser un peu le milieu du bâtiment. La présence de cuves, évidemment, vu l'activité, qui soit en enterré, soit en rez-de-chaussée. Donc, tout ça a donné une configuration inadaptée et il était plus compliqué, puisqu'il n'y avait pas une valeur patrimoniale non plus très, très, très historique, même si ça fait partie de l'histoire. Tout ça nous a orientés vers le choix d'une démolition et d'une reconstruction. Mais évidemment, dans ces discussions entre et l'architecte et la volonté de la commune, l'architecte, je le cite après, mais c'est l'atelier Kern, François Kern. Les attentes de la commune, évidemment, étaient quand même d'essayer de conserver cette volumétrie, de la conserver parce qu'elle fait partie de la mémoire collective de la commune, des habitants. Il se trouve que parmi les élus, et le premier adjoint était vraiment un ancien des anciens des anciens. Je pense qu'il avait à peu près 80 ans. Et donc, effectivement, il insistait beaucoup là-dessus parce qu'il avait toujours vu ce bâtiment et voilà, il souhaitait absolument que soit gardé au moins le volume. Donc ça, c'était une des attentes, en plus donc, de construire des logements sociaux. Madame le maire parlait déjà de résidence intergénérationnelle. Je le souligne parce que ça fait sourire quand aujourd'hui on considère que c'est évidemment un besoin programmatique très important que toutes les collectivités veulent. Chacun veut sa résidence intergénérationnelle en 2001. Madame le maire le demandait déjà. Elle voulait surtout une résidence connectée, ce qui évidemment était un peu en avance, et malheureusement tout ce qui était domotique n'était pas encore tout à fait au point pour relier les médecins, etc., enfin tous les services que peuvent apporter une collectivité pour cette résidence-là. Et puis l'intergénérationnel, les bailleurs sociaux, on en fait depuis des années, ça fait partie de notre métier. Et le transfert de propriété, là aussi, volonté de la commune de ne pas perdre la main sur ce bien communal, en tout cas sur cet impact-là. Donc, le souhait était de garder le foncier, de nous le transférer de façon temporaire avec la signature d'un bail emphytéotique sur 55 ans. Voilà sur les enjeux, les attentes. Alors, les contraintes, au-delà des attentes de la commune, d'autres contraintes sont apparues au fur et à mesure de l'étude du projet. Enfin, une qui était
assez rapidement mise en avant. C'était l'exigence des vignerons et des coopérateurs qui souhaitaient, malgré la démolition, parce qu'ils n'avaient pas encore construit leur nouveau point de vente ou le nouveau lieu ou la nouvelle cave plus moderne, plus adaptée, et qui souhaitaient garder un point de vente visible sur à cet endroit, puisque c'est. Et donc ça, c'est vite devenu une contrainte très problématique qui a généré la création de 2 phases, enfin la mise en place de 2 phases avec une démolition partielle. Il y a eu aussi un temps, je le cite, mais parce que ça a fait un peu tergiverser, mais c'était lié aussi à cette volonté un peu de mettre de l'intergénérationnel et de la domotique. Il était un temps question de regrouper dans ce bâtiment et des logements un pôle médical. Vous voyez, c'est tout à fait la programmation que l'on a actuellement dans les projets un peu multifonctions. On retrouve ça déjà et on l'étudiait il y a 20 ans. Donc ça, c'est une contrainte qui petit à petit a disparu parce que le pôle de médecins a eu du mal à se structurer et s'organiser. Donc l'exigence des vignerons nous a obligés à réfléchir en 2 temps, parce que pour construire les 36 logements, puisque ça c'est ce que l'on est arrivé à faire finalement, il a fallu faire une première phase, garder un morceau de bâtiment dans lequel le point de vente, le caveau était encore maintenu en activité, évidemment à assurer toute la sécurité. Et donc pour nous, ça a aussi, très bêtement, hein, mais ça nous a généré 2 résidences différentes. Alors elles s'appellent du même nom, phase 1, phase 2, mais tout ça, ça a eu des conséquences, on va dire aussi très fonctionnelles dans notre comptabilité de patrimoine. Et puis, cette reconversion de ce site, évidemment, qui était très connu des Simianais, il a fallu le faire accepter par la population et le faire accepter parce que c'était du logement social. Je le redis, 2001, on n'en est pas, on va dire, à ce que représente aujourd'hui le logement social. Il y a eu des grands pas de fait quand même, bien évidemment. Et donc, l'acceptabilité était beaucoup plus difficile. Pour autant, Madame le maire a su mener une réunion publique avec ce que l'on a pu lui apporter comme soutien, qui a permis de faire accepter ça vis-à-vis de ses administrés. Elle avait aussi la chance, entre guillemets, d'avoir déjà du logement social sur la commune. Hein, ça veut dire que c'était déjà connu comme type d'habitat et notamment juste à côté de la cave coopérative. Donc voilà, il y avait quand même un terreau à peu près facilitant, on va dire. Ensuite, slide suivant. Donc, on va voir juste les 2 phases. On voit la découpe parcellaire. Là, on voit un petit trait au milieu du bâtiment. Et donc, tout ce qui est le petit rectangle qu'il reste, c'était un rectangle qui donne sur le cours des Hérault. Le cours des Hérault, c'est l'un des cours le plus passant de la commune. Donc, il fallait garder cette partie de bâtiment et démolir la partie arrière pour construire ensuite donc les logements. Le projet, maintenant qu'on voit un peu les contraintes, alors sur la slide suivante, s'il vous plaît, voilà, le projet, donc comme je l'ai dit, l'architecte que nous avions retenu, c'est l'atelier Kern à Marseille, François Kern, qui s'est évidemment totalement impliqué dans cette farouche volonté de garder la volumétrie du bâtiment existant. La programmation, 2 tranches, une tranche de 26 logements sur la partie démolie en premier, avec plutôt du petit logement, parce que ça aussi, c'était une réponse à des besoins qui n'étaient pas satisfaits sur la commune, du T1, du T2 et du T3, avec une majorité de T2, là où aujourd'hui, la programmation du logement social s'oriente beaucoup plus sur du T3 en majorité. Des surfaces assez généreuses, comme vous pouvez le voir, hein, 70 mètres carrés, un T3 pour la première phase et 74 pour la deuxième phase. C'est à la fois lié, bien évidemment, à comment organiser ces logements dans cette volumétrie et à la fois à une réflexion que nous avions depuis des années sur notre cahier des charges, que d'intégrer une pièce que l'on appelait plus, c'est-à-dire une pièce que les locataires pouvaient s'attribuer, en tout cas utiliser utiliser selon l'évolution de leur famille, soit une chambre bébé, soit un petit bureau multimédia, ça tombe plutôt pas mal en ce moment, soit un espace buanderie, etc., etc. Donc c'est ce qui donne un peu ces grandes surfaces. Évidemment, ça a des contraintes sur le loyer appliqué. Une deuxième tranche de 10 logements avec une continuité dans la répartition entre les T2 et les T3.
Le parti architectural, vous allez le voir après, évidemment, bâtiment très large, très épais, garder la volumétrie. De fait, ça nous a obligés à créer une desserte par des coursives extérieures avec un ascenseur, puisqu'il y avait une notion intergénérationnelle. Nous avions la volonté d'avoir des logements traversants, parce que ça, c'était pour nous du bon sens. Et donc, ces éléments-là, plus les stationnements sous-sol, et une performance que nous avons recherchée, qui à l'époque, c'était la RT 2000, je crois, et donc on était sur du Qualitel HPE 3 étoiles. Voilà, la petite remarque là-dessus, c'est que tout en gardant la volumétrie et donc ces façades assez lisses, telles que le souhaitait, on va dire, la commune, nous n'avons pas pu développer beaucoup d'annexes privatifs, c'est-à-dire que peu de logements bénéficient de terrasses extérieures privatives. Et ça, évidemment, ce n'est pas les conditions actuelles de programmation que l'on a. Pour autant, ils ont ces coursives intérieures que l'on va voir, sur lesquelles, évidemment, ils peuvent éventuellement s'installer, mais qui sont collectives. Un plan masse, alors je vous le dis, hein, les plans sont de l'époque. Hein, on est sur du scan, on n'est pas sur des documents. Voilà, on a fait au mieux. Alors, on voit le morceau de cave coopérative devant qui reste. Ça, c'est la première tranche. Vous voyez la cave coopérative devant, avec les 3 platanes. Et puis, voilà, un trou dans la toiture qui montre les coursives qui desservent les logements, donc orientés nord-ouest et sud-est. Voilà, en ayant des logements traversants. On va voir quelques photos un peu plus loin. Voilà ce que ça donne au niveau de la façade. Vous voyez, a été isolé là, le caveau qui a été conservé sur la première phase. Une façade évidemment très, très linéaire, et on voit bien sur la volumétrie et sur la coupe transversale, la volumétrie qui était respectée. Je ne sais pas si vous aviez vu le petit schéma de la coupe initiale dans les précédents slides, mais on retrouve bien cette volumétrie respectée dans les très grandes lignes, évidemment, et avec cette trouée au milieu qui dessert tous les logements. Avec des logements, vous voyez, pour le dernier niveau, pour le R+1 ou le R+2, on a des logements qui sont sous rampant, enfin des toitures sous rampant. Donc avec des beaux volumes en plus de grandes surfaces. Deuxième tranche, voilà, deuxième tranche. On voit comment on est venu compléter. On a supprimé le morceau de cave qui est resté, et on est venu compléter, évidemment, la première tranche, intégrer cette extension future. On est venu compléter et terminer le bâtiment avec donc ces 10 logements et cette continuité de coursive. Ce qui fait que il y a eu à peu près un an et demi, où les habitants de la première phase se retrouvaient avec un mur assez moche, hein, en fond de coursive, avant de trouver ensuite un grand trou, et ensuite de retrouver une continuité de coursive et d'espace. Voilà ce que ça donne en façade sur la deuxième phase. On voit la finition donc, sur le cours des héros. Et puis, voilà, la perspective vous montre qu'on retrouve cette façade sur le cours, voilà, qui reprend une fois de plus le fronton. Alors évidemment, ce n'est pas la découpe exacte du fronton de l'époque, mais on retrouve l'impact volumétrique du bâtiment de la cave. Je crois qu'on a pris quelques photos, voilà, qui vous montrent la réalisation, ce que ça a donné en réalisation. Donc ça, c'est vu presque depuis la mairie, ou en tout cas depuis le cours des héros, avec la deuxième tranche. Voilà, on voit bien la deuxième tranche. Si on continue, effectivement, la liaison entre la première tranche et la deuxième tranche, et donc c'est ce fronton que l'on retrouve, qui essaye de retrouver l'esprit de la cave initiale. Les coursives intérieures que nous avions, évidemment, c'était très minéral, voire très carcéral. Ça a beaucoup surpris, je vous le dis, notre gestion locative. Hein. Nous, moi, en tant que responsable de la production et architecte de formation, ce n'est pas quelque chose qui m'a fait peur et qui m'a trop alerté au départ. Mais effectivement, quand notre gestion locative a mis en location ces logements, elle a eu l'impression d'avoir un univers carcéral, avec évidemment beaucoup de garde-corps en inox. Voilà, il y avait tout un jeu quand même, et un travail d'écriture architecturale.
qu'il a fallu un peu arrondir en mettant de nombreux pots de fleurs, enfin pots de plantes, voilà, qui ont permis d'adoucir ce que les gens trouvaient relativement dur. Pour autant, c'est un espace qui vit plutôt bien aujourd'hui à l'intérieur. Je crois qu'il y a encore quelques… Voilà, ça c'est la fin du bâtiment, alors donc, de l'autre côté du fronton, et puis une photo sur l'ascenseur qui dessert tous les étages. Et ensuite, voilà, ça c'est depuis les voisins, donc depuis le bailleur social 13 Habitat qui a du patrimoine à côté, où on voit la façade et le rez-de-chaussée avec ce petit rez-de-chaussée aménagé. Un petit focus très très rapide sur les financements, juste pour vous dire que voilà, ça a coûté presque 3 millions et que là-dedans, il y avait 12% de subventions réparties entre le territoire du Pays d'Aix qui commençait, c'était les débuts de l'aide à la production du logement, là où l'État était par contre très très impliqué en termes de subventions directes. Le département a participé aussi, et puis évidemment le reste, c'est entre nos fonds propres et les emprunts que nous avons sollicités. Voilà, qu'est-ce qu'il faut retirer de tout ça? Parce que je crois qu'on arrive presque, oui, qu'est-ce qu'il faut retirer de tout ça? Nous, on a une certaine fierté, mais une fois de plus, il faut remercier Madame le maire de l'époque d'avoir pu implanter des logements locatifs sociaux en centre-ville, très accessibles, à proximité des écoles, à proximité des commerces du village, d'avoir participé à avoir le sentiment que le bâtiment qui était là depuis des années est toujours là, mais il a une autre destination, il a une autre configuration et une autre évidemment, écriture architecturale, mais l'impact bâti est toujours là. Ça a permis de contribuer évidemment à la requalification, à la revitalisation du centre-bourg. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne marche que parce qu'il y a une forte implication des élus. Et ça, c'était évident en 2001, ça l'est encore plus aujourd'hui et ça l'est toujours. L'implication est indispensable. Et puis, ça nous a permis pour nous de capitaliser pour cette expérience pour d'autres coopératives sur lesquelles on a eu 3 projets, dont 2 qui sont réalisés ou vont être réalisés, un qui a été abandonné. Ajout que nous avons réalisé à la place de la cave coopérative, il n'y avait pas les mêmes contraintes, mais nous avons réalisé un bâtiment pour 20 logements pour personnes âgées. À Alençon de Provence, il y avait un travail beaucoup plus partenarial avec un promoteur privé pour faire de l'aménagement public, enfin de l'aménagement qui était à vocation publique, du logement locatif social et de l'accession, mais malheureusement, les élections étant passées par là, ce projet a été abandonné puisque ce n'est pas la même mandature. Et puis à Rognes, ça pour ceux qui passent dans le village de Rognes, il y a l'ancienne cave qui est alors juste en face de la mairie. Et vous voyez ces 3 exemples-là, on est sur 3 exemples où systématiquement ces sites se trouvent en centre-ville. Donc c'est vraiment une reconversion indispensable de ces sites à bien identifier. Sur Rognes, ce qui va se passer, c'est qu'il y a surtout un aménagement public au-delà de la production de logements sociaux et de logements privés. Il y a une reconfiguration de places pour enfin donner une vraie place publique à la commune de Rognes. Et l'impact de ces bâtiments qui se trouvent toujours en centre-ville, évidemment, c'est là où il y a une reconfiguration complète qui peut être envisagée selon la volonté des élus pour en faire à la fois de l'habitat, un espace public, des espaces de services, etc. etc. Voilà. Je crois que j'en ai terminé. Merci. Alors, peut-être que dans un premier temps, pour les questions qui ont été posées, comme David Rosanvallon doit nous quitter un peu plus tôt, peut-être de prendre d'abord les questions qui lui sont destinées et répondre à celles qu'il peut. Et après, je reviendrai vers vous, Aurélie Amiel, sur plutôt les questions et puis voir comment on peut mettre aussi en parallèle les 2 projets que vous nous avez présentés. Frédéric, est-ce qu'il y a des questions qui sont plutôt dirigées vers l'un des intervenants? Par rapport au retour d'expérience, est-ce que faire du renouvellement aujourd'hui, c'est plus simple ou plus complexe qu'il y a 20 ans ou pas? Alors, moi, ce que je peux vous répondre là-dessus, c'est qu'il y a 20 ans, je n'ai pas eu de recours sur le permis. Aujourd'hui, j'ai eu un recours sur le permis. C'est bizarre parce qu'à l'époque, le logement social faisait beaucoup plus peur. En fait, aujourd'hui, il fait peur et différemment. Et donc, du coup, on conteste. En tout cas, on attaque les permis. Bon, voilà. C'est par rapport aux expériences que l'on a.
Moi, je n'ai pas suffisamment de recul pour vous répondre par rapport aux années 2000, mais on n'a pas eu de problématique de recours. Nous, par contre, c'est compliqué de faire du recyclage dans le sens où dès lors qu'on souhaite conserver quelque chose, il va y avoir des avis contraires. En fait, après, il y a quelque chose qui est plus très objectif. Il y a soit de l'appropriation des espaces par tel ou tel service ou tels usagers, ou même, comme disait M. Roland-Vallon, hein, les anciens qui étaient très attachés à cet espace. Enfin, voilà, c'est vrai que forcément, quand on démolit, c'est plus radical. Donc, le recyclage, il faut prendre le temps, je pense, d'arriver à comprendre ce que c'était le lieu d'avant, ce que doit devenir le lieu de demain et faire participer en fait les personnes à la réflexion pour qu'ils se sentent investis dans le projet, qu'ils y participent. De toute façon, ça va souvent avec. Le projet de la friche que je connais par ailleurs un peu, c'était aussi beaucoup ça, avec une ouverture sur le quartier de la Belle de Mai, et donc un dialogue avec les habitants, les futurs usagers. C'est important ces aspects-là. De plus en plus, on les prend en compte d'ailleurs. C'est vrai que dans les deux opérations qui ont été présentées, on voit l'importance qui a été donnée. Alors, peut-être plus pour la cave vinicole, du coup, c'était peut-être négociation, dialogue avec les vignerons qu'il fallait, du coup, on va dire, délocaliser de leur lieu d'origine. Mais aussi avec le volet acceptation sociale et du coup, à travers la réunion publique et le portage par la maire de l'époque. Et peut-être pour le Cube, on se rend compte finalement qu'il y a eu un gros travail amont à travers les cellules que vous avez pu nous présenter et les groupes de réflexion autour de qu'est-ce que doit être ce lieu, qui on intègre finalement à cette démarche, et à la fois les usagers du site peut-être plus évident, qui pourraient paraître comme étant plus évidents, des étudiants, les personnes qui vont y travailler, mais aussi du coup les habitants à proximité directe de cellules. Alors, je vois une question sur les caves coopératives. Ah oui, dans tous les cas, toutes les caves coopératives, c'est bien la même vocation, densifiée par du logement et du logement social. Alors, je ne sais pas si les participants ici ou les intervenants, vous avez d'autres idées d'autres exemples de caves vinicoles qui n'auraient pas été reconvertis en logements ou logements sociaux. Moi, j'en ai pas en tête de mon côté. Non, l'exemple de Rognes, c'est qu'il y a quand même des espaces publics. Enfin, vraiment, la cave coopérative qui avait le même impact bâti que la cave de Simiane, on va retrouver une densification une densification en tout cas du logement en accession et du logement social, mais on va retrouver aussi des services que n'a pas la commune, comme une grande salle d'activité qu'elle n'a pas, enfin une salle et on va y retrouver du stationnement qui n'existe pas, donc en sous-sol, ça aussi, ça crée du stationnement dans une commune où c'est un peu compliqué d'en trouver, et surtout une grande place publique qui, au fur et à mesure des années de construction, etc., puisque Rognes est traversé quand même par une départementale, là, au fur et à mesure des années, Rognes n'avait pas de place publique et elle va retrouver de grandes places cadrées telles qu'on les entend. Et donc voilà, la vocation de ces espaces en cœur de ville peut être assez multiple, et des commerces aussi, bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais il y aura aussi des commerces en fait d'immeubles. Oui, peut-être que je peux intervenir, donc Benoît Remord de la gamme. On a travaillé à la suite du projet de cave coopérative sur l'ensemble que vous aviez fait avec Famille Provence. On a été interpellé par la métropole pour savoir ce que pourrait devenir en fait ce projet de cave coopérative. Et en fait, aujourd'hui, dans l'état des réflexions, il y a des études qui ont été poursuivies, et il y aurait une programmation avec effectivement du commerce et des services à l'intérieur de ce foncier, avec une relocalisation de la poste, avec une reconcentration en fait au niveau de ce bâtiment qui fait face à la mairie et qui vient créer avec la mairie le cœur du centre. Et donc l'idée, c'était un peu de reconcentrer un peu les choses à cet endroit-là pour participer à la revitalisation du centre
parce qu'il y a cette question aussi qui est sous-jacente à tous ces projets. Comment on fait pour remettre des fonctions urbaines, et l'habitat fait partie des fonctions urbaines, mais aussi les services, les commerces, les résidences pour personnes âgées, pourquoi pas les crèches, les écoles, etc. Donc tout ça, c'est tous des ingrédients de la revitalisation. Et voilà. Et les caves coopératives qui ont des emprises assez importantes et très centrales sont des lieux vraiment très, très intéressants à investir. Merci, oui. On nous demande aussi s'il y a d'autres projets de recyclage sur les sites universitaires, alors sur Aix-Marseille. Vous nous aviez parlé, Aurélie Miel, en introduction du plan campus qui, du coup, était à la fois, donc il y avait à la fois un projet sur le site Schumann et aussi sur Lumini. Là, on n'est pas du tout sur le même objet de reconversion du campus. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet élément? Oui. Alors, juste avant, j'ai vu qu'il y avait une autre question qui était intéressante parce qu'elle parlait du dispositif. J'y reviendrai juste après. Donc, sur les sites universitaires, en effet, il y a Lumini. Donc, pareil, il y a eu un travail important qui a été fait sur les constructions existantes, la réhabilitation du campus, mais aussi sur tous les aménagements extérieurs et la connexion à la ville avec l'interface sur le BHNS. Et à Aix, c'est la même chose. En fait, sur le quartier des facultés, on est sur l'avenue Schumann, qui était une avenue complètement envahie par le stationnement, notamment le stationnement étudiant. Et en fait, le réaménagement du campus est allé de pair avec la politique de la ville d'Aix sur le stationnement et plus largement la mobilité et les transports, et la mise en place du BHNS et des parkings relais qui permettent en fait de stationner plutôt en entrée de ville et ensuite en ville de se déplacer en bus. À Lumini, il y a le même travail qui a été fait. Après, sur d'autres sites universitaires, à Aix-en-Provence, actuellement, on est en étude de programmation sur un éco-campus de l'autre côté de l'autoroute et de l'Arc qui s'appelle la Poliane, qui n'était pas un site de l'université, qui est un site qui nous a été cédé par la ville d'Aix pour y implanter la faculté d'économie-gestion, qui aujourd'hui est dispersée sur Aix, autour du quartier des facultés. En fait, le projet, c'est de dire, on va sur… alors, on peut penser au premier abord que c'est de l'étalement urbain parce que on va sur un nouveau site, mais en fait, déjà, c'est un site qui est déjà construit avec une bastide qui était du logement privé et qui va être valorisé pour devenir de l'enseignement, et qu'on vient densifier, mais pour libérer d'autres bâtiments qui, eux, vont pouvoir faire l'objet de recyclage. Notamment, il y a un bâtiment qui est en location auprès de la ville d'Aix, que la ville d'Aix va réaffecter. Et ensuite, on a un bâtiment, nous, qui s'appelle le bâtiment Ferry, sur l'avenue Jules Ferry, qui va être valorisé aussi pour recevoir un autre usage. C'est en programmation, donc je ne pourrais pas vous dire quel usage il va recevoir, mais l'idée, c'est bien celle-ci. Donc, en effet, il y a d'autres sites sur lesquels la thématique de recyclage est choisie. Et pour revenir sur la question juste avant de Monsieur Savin, pour quelles raisons est-ce de la densification? Est-ce que de nouveaux services ont été proposés par un exercice de concertation locale ou remis en ville des services existants ailleurs? Donc, en fait, je vous ai présenté le projet du Cube, qui est un projet de bâtiment qui a accueilli de nouveaux services et des services existants. L'idée, c'était de s'appuyer sur ce que sait faire l'université, de le mettre en visibilité via une vitrine du campus et aussi de le valoriser. Donc, il y a d'autres services qui ont été développés. Et ce bâtiment fait partie d'un dispositif plus large qui s'appelle le cœur de campus. Et en fait, le cœur de campus, c'était le bâtiment, le cube, un parking. Donc, on a construit un parking silo qui a permis en fait de regrouper tout le stationnement du campus et libérer complètement les circulations. Donc, aujourd'hui, sur le campus Schumann, où avant on trouvait du stationnement partout, aujourd'hui, on retrouve tout qui est centralisé dans le parking. Et l'autre usage dont on est très fiers, c'est la crèche. Donc, on a réussi à ouvrir une crèche de 26 places, à moitié pour le personnel de l'université et étudiants, et l'autre moitié ouvert sur la ville pour toute personne et toute entreprise qui réserverait des places. Voilà, j'espère avoir répondu à la question.
Excusez-moi, Benoît Remord encore, pour habiter le quartier aussi, moi, ce que je trouve remarquable dans ce projet du plan campus, c'est qu'il vient créer des liens entre des éléments qui auparavant étaient complètement dissociés les uns des autres. Et il permet aussi ce projet de traverser l'université, chose qui était complètement impossible avant. Et donc, du coup, ça crée de nouvelles animations, une nouvelle vie urbaine, et ça valorise l'ensemble des quartiers périphériques. Il y a notamment, je pense, au restaurant universitaire qui donne sur l'avenue dont j'ai oublié le nom, mais qui vient créer une nouvelle vitrine de ces éléments de programmation, par le biais de ces éléments de programmation. Et ça vraiment, ça vient animer la ville et la revaloriser. On était dans des quartiers plutôt périphériques et là, on sent bien que ce projet crée une centralité de vie, d'usage. Voilà. Donc, tant mieux. Mais il y a eu un gros travail avec les CIQ, on en parlait au tout début avec M. Rosan-Vallon, mais notamment pour en fait qu'il y ait des liaisons est-ouest. Parce que le campus Schumann, il est coincé entre la voie ferrée de ce partie est. Il y a le parc Jourdan au nord, l'avenue Schumann, et donc en fait il a 8 entrées, je crois, et on ne pouvait pas forcément rentrer d'un côté, sortir de l'autre, et aujourd'hui c'est possible. Il y a encore du travail à faire parce que tout n'est pas fini. Il reste encore la passerelle au-dessus de la voie ferrée qui est en liaison avec le parc Jourdan, qui est un élément qu'il va falloir retravailler, notamment pour l'accessibilité PMR. Mais l'idée c'était bien ça, c'était d'arriver à connecter, donc l'interconnexion, avec donc beaucoup de travail avec la métropole et la ville d'Aix pour arriver à ce que ce soit un projet de territoire et pas juste le projet de l'université. Donc, il y avait vraiment une collaboration très importante. Donc, ça complexifie aussi le projet parce que du coup, plus on met d'intervenants dans la boucle et plus c'est complexe. Hein. Ça ne veut pas dire compliqué, mais en tout cas complexe. Mais ça a de grandes vertus, oui. Sauf s'il y a d'autres réactions sur ce que vous venez de dire. Moi, je voulais peut-être préciser comment vous avez pris en compte du coup le phasage des travaux et la gestion finalement de ces deux opérations, en sachant qu'on avait du coup des usagers sur site. Donc pour le campus, mais aussi le temps de la cave vinicole, il a fallu aussi préserver un usage pour les vignerons. Donc voilà, comment vous avez intégré ça comme contrainte et pour mener à bien l'opération. Je ne sais pas s'il y en a un de vous deux qui veut commencer. Je commence très rapidement. Moi, j'ai un peu évoqué ça. C'est une contrainte et après, évidemment, vous adaptez tout. Ça rajoute des coûts. Hein. Il ne faut pas se leurrer parce que vous devez être attentif à la continuité de service ou à la continuité des usages. Pour la cave, c'était quand même relativement simple. C'était compliqué techniquement, etc. Mais on avait la chance d'avoir un bâtiment qui était entouré de 3 voiries. Et donc, on avait la possibilité de pouvoir accéder. Chaque entité pouvait bien continuer à fonctionner sans créer trop de désordre. Donc, c'était plus une contrainte de coût, de phasage, de fait, puisque ça a créé du phasage là où il n'y en avait peut-être pas besoin au départ. Mais en termes d'usage, chacun a pu faire d'un côté son chantier et pour les vignerons, la vente a pu être poursuivie. De notre côté, c'était une vraie problématique qui a fait partie d'éléments d'analyse pendant les offres. En fait. Pendant le dialogue, on a questionné les groupements. Le groupement s'était constitué de la maîtrise d'œuvre, l'entreprise, le mainteneur et les aspects financiers, avocats, juristes et financiers. Et donc, on les a questionnés aussi bien en termes de responsabilité que de coûts et de phasage sur ces problématiques, puisque en fait, le quartier des facultés, c'est à peu près 20 000 étudiants. On est sur un établissement recevant du public, c'est-à-dire qu'on a des contraintes, notamment sur la sécurité incendie et les dispositions des pompiers pour intervenir en cas d'incendie qui sont très contraignants. Et puis, on a des effectifs des effectifs d'amphi à prendre en compte. Donc, il y a eu, notamment sur le gros bâtiment qui est le bâtiment de la fac de Leyde, qui fait presque 25 000 m²,
3 tranches. Donc, on a commencé par faire un essai, on va dire, sur 2 amphithéâtres qui étaient en plein cœur du bâtiment. Et ensuite, on a coupé le bâtiment en 2. Donc, on a commencé par travailler côté est, et donc l'ouest était en activité. Et une fois qu'on a fini l'est, on a basculé tout le monde à l'est, et on a travaillé sur l'ouest. C'était terrible, mais ça s'est fait. Non, c'est vraiment c'est compliqué parce qu'on a un bulldozer en face qui est l'entreprise et qui a ses habitudes, ses contraintes, notamment quand on est en PPP, la contrainte financière elle est énorme. À côté, on a les enseignants et leur temporalité qui n'est pas du tout la même que celle d'un chantier, leurs contraintes, le bruit. Si on dit à une entreprise d'aller vite, et ben, elle a envie de faire des travaux bruyants à n'importe quel moment parce qu'elle a envie d'optimiser son planning. Mais en fait, de l'autre côté de la cloison, et ben, il y a un cours. Donc, en fait, il fallait décaler les travaux bruyants le soir. Les démolitions des façades, c'était… pour les voisins du campus, ils pourront vous le dire, c'était quelque chose de très violent en termes de décibels. Donc, vous imaginez avec les enseignements à l'intérieur et les contraintes aussi, parce que c'était en fait de la propulsion d'eau pour venir grignoter la façade. Donc, il y avait des gens derrière la façade. Voilà, donc, tous ces aspects-là, c'est compliqué, mais en fait, il n'y avait pas d'autre possibilité parce qu'aucun site ne pouvait recevoir nos usagers. On a déplacé quelques étudiants sur le stade Ryoko, qui est un stade à quelques centaines de mètres du site dans des préfabriqués, mais même là aussi, c'était compliqué parce que du coup, les étudiants étaient entre 2 sites. Pour commencer un cours à telle heure, il fallait tout décaler d'un quart d'heure, ça touche les maquettes d'enseignement. Enfin, bon, donc, ça a un coût, oui, et il faut que ça fasse partie de l'analyse des offres, pas pour forcément juger les offres sur la pertinence de l'analyse du phasage, mais au moins pour inciter le groupement ou l'entreprise à réfléchir en amont à ce phasage pour qu'elle essaie de se rendre compte que ça va être compliqué, je pense. Très bien, merci. Voilà, Monsieur Rosanvallon nous quitte, il est pris sur une autre réunion. Je voulais vous remercier pour votre participation. On a une petite question sur le bilan financier du PPP dans le cadre du coup de l'opération Plan Campus. Est-ce que vous avez les éléments là ou sinon on pourra peut-être les communiquer ultérieurement si… Alors, je ne sais pas quelle est la question. Il y a eu beaucoup de discussions, voire réticences au PPP enfin, au moment où on les a montés. Et encore aujourd'hui, même si du coup on en est fini puisque ces modes de dévolution-là ne sont plus d'actualité. Si c'est le surcoût lié au PPP, j'aurais du mal à vous répondre parce que je n'ai pas de comparaison. En fait, les avantages du PPP ont un surcoût, c'est évident, mais sans ce montage-là, je ne saurais estimer le surcoût des travaux ou de la durée. Par exemple, l'optimisation du planning, parce que, comme on disait, comme je disais, on a une entreprise qui est plutôt bulldozer, c'est-à-dire qui est très… en fait, qui va être payée non pas à l'avancement du chantier comme en montage mob traditionnel, mais à partir du moment où elle livre les bâtiments. Donc, elle a tout intérêt à livrer vite, tout en garantissant quand même le niveau de qualité. Et à ça, il faut être très vigilant. Mais du coup, s'il n'y avait pas cette contrainte calendaire, elle prendrait plus de temps, ce qui aurait un coût aussi. Donc, je ne saurais pas vous répondre. Après, si c'est la dérive du PPP, actuellement, nous, on n'a pas de dérive. On a signé un marché en 2014. On a passé un avenant à la fin des travaux pour régulariser les travaux de parachèvement. Qui correspondent tout à fait au cadre des avenants qui sont possibles. Par contre, il nous reste 23 ans de contrat. Et en fait, c'est en ça peut-être qu'il faut être très vigilant sur le bilan financier du PPP, c'est que on ne paye pas que des travaux, on paye aussi des frais financiers, mais on paye surtout de l'exploitation et la maintenance pendant 25 ans, ou en tout cas la durée qu'on désigne à la fin des travaux. Donc, nous, c'est 25 ans. Et sur ces 25 ans-là, il faut faire très attention à ce que le contrat soit bien… que les prestations du contrat soient bien réalisées.
Respecté. c'est l'exploitation, quoi, hein. Et en effet, au bout de 25 ans, on peut craindre que les équipes se délitent, que les prestations ne soient pas faites, ou en tout cas que la visibilité que l'on peut avoir sur ce qui est fait soit pas si transparente. Mais ça, je pense qu'on le verra un peu plus tard. Merci pour ces éléments de réponse. Je ne sais pas sur le chat, Frédéric, si tu as d'autres questions sur lesquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre. Le recyclage sur le recyclage des matériaux de démolition, est-ce que vous savez quel sort a été donné aux matériaux de déconstruction? Est-ce que c'était dans les cahiers des charges? Alors, il n'y avait pas de performance attendue spécifiquement au retraitement ou en tout cas la valorisation des déchets comme on peut le faire aujourd'hui sur l'éco-campus Poliane sur lequel je travaille en programmation. Il y a un volet sur la valorisation. On est plus dans une approche C2C ou en tout cas essayer d'intégrer qu'il faut valoriser les déchets. Sur Schuman, ce qu'on a eu surtout, c'est la visibilité que j'ai eue, puisqu'on n'était pas maître d'ouvrage, hein, puisqu'en fait, c'est le groupement qui devient maître d'ouvrage, mais la visibilité que j'ai eue, la seule, c'était sur les déchets amiantés. Et donc ça, c'est le traitement traditionnel, mais je pense que la question était plutôt orientée sur la valorisation des déchets, et non, on n'avait pas accès d'objectifs ou de performance sur ce point. Merci. Moi, je voulais revenir peut-être sur le bilan que vous tirez de cette opération à l'échelle du plan campus sur le site Schuman et dans quelle mesure vous avez réutilisé alors soit la cellule Mirabeau qui avait été mise en place pour le devenir du campus, soit peut-être la permanence qui a été menée pour que les usagers comme les habitants puissent se renseigner sur le projet. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez testées ou que vous avez mis en place lors du réaménagement du campus du site Schuman que vous réutilisez aujourd'hui pour d'autres projets, que vous envisagez répliquer? Oui, tout à fait. En fait, la cellule Campus Mirabeau est devenue une direction et donc un service à part entière au sein de la mairie d'Aix. Donc, ça prouve, parce que pour nous, il n'y avait pas de sujet, hein, c'était très utile, mais ça prouve que aussi au sein de la ville et de ses élus, ça a trouvé du sens. Aujourd'hui, pour le projet d'Éco-Campus Poliane, je m'appuie encore sur cette direction qui est mon interlocuteur privilégié. Et en fait, elle permet vraiment d'assurer une coordination à l'échelle de la ville sur les différents projets. Parce qu'à un moment donné, les habitants, ils avaient raison, se plaignaient de la fragmentation des projets, du peu de visibilité des intervenants. Ils ne savaient pas comment avoir l'information, à qui demander. Donc, c'est vrai que là, c'est un guichet unique et ça, c'est très qualitatif. Et puis après, ça assure aussi un suivi, c'est-à-dire que les personnes se connaissent. Donc, voilà, il y a une relation de communication, même de confiance qui s'établit. Et pour les projets à venir aussi, et on y fait référence en fait. On dit voilà ce qu'on a déjà fait, ce qui a marché. Vous avez pu en entendre parler parce que les CIQ, ils discutent entre eux, hein, surtout à l'échelle d'une ville comme Aix, qui est pas non plus à l'échelle de Marseille. Donc voilà, il y a une proximité qui favorise ça, et donc on leur dit voilà, on a déjà testé ça, ça a bien fonctionné, et en fait le dialogue est mis en place. Donc je pense que c'est surtout ça qui est à réitérer. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions. Sinon, on peut commencer à engager la conclusion de ces échanges. Donc, moi, ce que je retiens quand même des deux intervenants, mais aussi des échanges qu'on a pu avoir lors de cet atelier, c'est que pour ces deux opérations, on se situe dans des contextes urbains qui sont du coup qui sont variés, à savoir le cas d'un village à Simiane-Collongue, mais peut-être et à l'échelle plus large du campus universitaire d'Aix, où on est sur un rayonnement national, voire international. Et qu'au final, si on est sur une démolition-reconstruction peut-être à l'échelle d'un bâtiment, on voit que ces opérations, elles s'inscrivent dans des cadres plus larges, donc que ce soit l'attractivité pour le centre-bourg de Simiane-Collongue ou à travers l'attractivité qu'on va pouvoir être dégagée, mais aussi le lien entre le campus et la ville. On a aussi une concomitance de délai qui est apparue entre le réaménagement du campus et l'arrivée du BHNS.
Donc voilà, on voit aussi que ces opérations de démolition-reconstruction, même si elles sont peut-être très localisées à une échelle peut-être architecturale du bâtiment, elles s'intègrent finalement à l'échelle d'un quartier et de fonctionnement d'un quartier, voire du coup d'un village et d'une ville. Peut-être la démolition au premier abord, elle peut faire peur du point de vue peut-être des recours et aussi du coût qui vont être générés. Mais vous avez pu nous expliquer qu'à travers peut-être le fait de préserver les volumétries des bâtis et le fait de mettre en place des cellules ou des réunions publiques qui permettent d'avoir du dialogue entre usagers, habitants, mais aussi par les porteurs de projets, ça permet du coup d'avoir peut-être une meilleure acceptabilité de ces projets de démolition, reconstruction, et qu'on garde finalement la mémoire de ces lieux et qu'on soit du coup dans une continuité et peut-être moins dans une rupture, à travers même des exemples de démolition, reconstruction. Voilà, je ne sais pas si Frédéric, tu veux rajouter quelque chose et sinon on peut enchaîner peut-être sur la suite des rencontres, en vous remerciant pour vos interventions, que ce soit Aurélie Amiel et David Rosanvallon, même s'il a dû nous quitter un peu plus tôt. Encore merci. Bonne continuation. Merci à vous. Oui, Frédéric, je te laisse. Oui, ouais, peut-être annoncer du coup la troisième étape, la troisième journée des rencontres de recyclage. Continuez à nous suivre. Donc, ça sera plutôt des questionnements sur les outils ou les méthodes que nous vous proposons le 3 décembre. Sous le même principe, 3 ateliers que vous pouvez suivre à la file. Hein. Le premier sur l'intensification des usages avec l'urbanisme transitoire. Un second sur le repérage du foncier. Est-ce que c'est un préalable au recyclage urbain et de quels outils on dispose? Et un troisième atelier sur quelle planification au service du renouvellement urbain. Voilà, donc des ateliers qui seront à la fois avec des apports et participatifs comme aujourd'hui, à partir desquels nous tenterons de tirer des conclusions et éventuellement des apports pour la suite. Je vous remercie également pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir.